Bienvenue dans Big Boss et aujourd'hui dans l'émission, il va y avoir de l'électricité dans l'air, Paul. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous Philippe Van Troy. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes le Big Boss de Engie Electrabel, donc le premier électricien du pays. Alors on vous voit rarement dans les médias, vous avez accepté notre invitation. Oui, bonjour, oui, et je vous remercie de cette invitation. Bon, c'est vrai, je ne suis pas peut-être la personnalité la plus visible, même si notre entreprise est quand même très souvent dans les médias. C'est peut-être lié d'ailleurs. L'entreprise étant souvent sous le feu de la critique aussi, ou en tout cas mise en question sur sa manière de gérer les tas de dossiers, on y viendra. Du coup, vous vous tenez en retrait, c'est un choix politique? Je ne sais pas si c'est un choix vraiment politique, je n'interviens, je veux dire que vraiment, si la situation le requiert, c'est une grande entreprise avec plusieurs secteurs d'activité, et donc voilà, mais non, je dirais... Je suis aussi très content quand je peux faire une apparition dans les médias. Alors, ça fait 4 ans que vous dirigez maintenant Engie Electrabel, 2 ans que vous êtes directeur d'Engie Benelux. On va un peu faire connaissance à travers votre bureau. C'est la séquence dans le bureau du boss, c'est une tradition. On est allé voir ce qui se passait dans le vôtre en votre absence. On regarde. Bienvenue dans le bureau du Big Boss d'Engie. Un bureau, comme vous le voyez, en paysager. Mais mon petit doigt me dit que c'est bien à cette place qu'il s'assied. La preuve avec cette tasse de café où on souhaite une bonne journée à Philippe Van Troy. Un bureau où il y a une vue sur le canal de Bruxelles, mais également sur le parc Maximilien. Un parc où vous avez peut-être l'habitude de vous promener. Alors c'est le principe, dans un bureau ouvert comme celui-ci, il y a très peu d'effets personnels sur les bureaux, mais j'ai quand même remarqué cette caricature ici, où on vous devine entouré de vos collaborateurs peut-être, et puis il y a un objet qui m'intrigue, il vous est dédié, on dirait une sorte de boussole ou de map-monde miniature. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bon, évidemment, quand on est Big Boss Engie, il y a également des lieux plus intimes pour se réunir avec ses collaborateurs et faire des réunions un peu plus privées. Enfin, privées, pas vraiment. Quand on voit cette belle affiche, vous êtes bien entouré de joueurs de football, les Diables Rouges, visiblement. Et le foot, ça a l'air d'être votre passion. Quand on regarde ici, un t-shirt d'Anderlecht siglé Engie, il y a sûrement une raison à tout ça. Alors vous allez nous expliquer, mais d'abord, l'espace dans lequel vous travaillez, c'est pas un bureau fermé, privé, c'est un choix, parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui travaillent autour de vous. Pourquoi ce choix? C'est un choix personnel. Moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au contact humain, et finalement, on peut être le boss d'une entreprise et pas pour autant devoir être perçu comme celui qui a le plus grand bureau. Pour moi, être le patron, ça ne repose pas sur quelque part un espèce de statut social. Donc, et pour moi, voilà, j'ai été un des partisans de ce projet, qui était aussi lié à notre volonté de repositionner notre personnel sur Bruxelles. Avant, on avait plusieurs bureaux, et donc on souhaitait les amener au même endroit, aussi pour favoriser la collaboration. Et la mobilité. Et la mobilité. C'est un autre enjeu, effectivement, du déménagement que nous avons démarré il y a quelques années. Et aujourd'hui, tout le personnel d'Engie travaille au même endroit. Pour l'aspect mobilité, avant, 75% des personnes venaient en voiture. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 25%. 75% viennent avec une mobilité de transport public. On a aussi introduit le travail à domicile pour donner un peu plus de flexibilité. Et donc, moi, je fais quelque chose, philosophie de travail et valeurs personnelles. Alors, le foot, vous êtes fan ? Alors oui, je suis fan du foot, mais je ne me retrouve pas dans les stades toutes les semaines. Mais j'aime bien le football, et effectivement... Anderlecht en particulier? Non. Vous n'êtes pas bruxellois pourtant? Non, pas Anderlecht en particulier. D'accord. Alors le t-shirt, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que c'est un... Non, oui, tout à fait. On a quand même été très souvent aussi engagés auprès des grandes équipes de football. Et donc c'est un peu un cadeau. Voilà, et cette espèce de boussole, on va la revoir peut-être, on dirait, oui, on voit une carte du monde. C'est l'ancêtre de l'iPhone. Dans l'iPhone, vous pouvez savoir l'heure qui existe dans tout, je dirais, les créneaux horaires autour du monde. Oui. Et ça, c'est une horloge où il suffit de tourner et vous pouvez savoir quelle heure il est, à quel endroit. Il ne faut pas la recharger toutes les 12 heures. Quoi. Mais il n'y a plus de piles dedans parce qu'avec les moyens modernes, l'iPhone... Et ça vous a passionné parce que dans le fond, l'électricité, tout ce qui est électronique, tout ce qui est technique, ça vous passionne depuis que vous êtes tout petit Tout à fait. Depuis que je suis, je dirais, adolescent, je suis un peu passionné par
je dirais, cette technologie, hein, que j'ai quand même vécu vers les 16 ans, 17 ans, toute l'apparition des premiers ordinateurs personnels du type Commodore 64. C'était pas encore le PC qui est arrivé plus tard. Mais voilà, cet aspect technologique m'a toujours passionné. C'est un peu ce qui m'a dirigé aussi vers mes études. Et aujourd'hui, je reste passionné d'ailleurs. Hein, je continue à faire de la programmation à la maison parfois. Vous êtes un manager aujourd'hui, mais vous êtes aussi à la base un électricien, ingénieur civil. Qui est votre formation. Oui, je suis un manager, mais je suis toujours quelque part en moi-même, effectivement, passionné par la technique. Alors on va rentrer au cœur de votre entreprise et du siège social qui se trouve, vous l'avez dit, à Bruxelles. On va découvrir notamment un endroit où peu de personnes ont accès, c'est le dispatching Image. C'est au cœur du quartier nord, boulevard Simon Bolivar, que se trouve le siège central d'Engie. 3700 personnes travaillent dans cet immeuble. Au dispatching, la concentration est maximale. C'est en effet ici qu'est géré en temps réel l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité des clients d'Engie. Un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Le dispatcher va regarder tout d'abord la production. Donc il regarde centrale par centrale ce que les centrales produisent dans notre parc de production. Vous savez qu'on a un mix. Hein. Nous avons des éoliens, nous avons du nucléaire, nous avons de la biomasse. Donc il va déjà regarder le statut de production de nos centrales. Ensuite, il va pouvoir regarder le vent. Parce qu'effectivement, la production d'éolien ou le solaire, c'est intermittent. Et donc, il va regarder ces deux aspects. Comme l'électricité ne se stocke pas, s'il y a un déséquilibre, le dispatcher se tourne vers les traders. Leur mission, trouver les mégawatts disponibles sur le marché au meilleur prix. Pour la Belgique, Engie doit assurer en permanence 9,5 gigawatts, ce qui correspond à 45% de la production nationale. Aujourd'hui, Engie fournit 6 clients sur 10 à Bruxelles. Quelques étages plus haut, d'autres départements avec d'autres défis énergétiques. À d'autres étages, vous allez retrouver Engie Axima pour tout ce qui est réfrigération, installation d'air conditionné. Vous avez également Engie Cofeli pour tout ce qui est service à l'énergie, par exemple également tout ce qui est service aux industries en général, comme par exemple à Zaventem où nous avons 200 collaborateurs en permanence. Vous avez également Fabricom pour les installations multitechniques chez des industriels et des collectivités. Vous avez également ici notre bureau d'études, Tractable Engineering, qui conçoit, qui dessine, par exemple, des usines, des nouvelles centrales de production d'énergie. Sans oublier l'équipe de développement renouvelable, car Engie c'est aussi le premier producteur d'électricité verte chez nous. C'est sur le parking du marché matinal que nous retrouvons des équipes en pleine installation de panneaux photovoltaïques, de quoi couvrir les besoins de 1300 ménages. On est en train de construire pour nos marchands une zone couverte. Donc on avait plus de 1000 places de parking ici et grâce à Engie, elles seront toutes couvertes à partir de janvier prochain. Et en même temps, c'est un partenariat écologique parce que ça permet d'installer le plus grand parc photovoltaïque de Bruxelles-Capitale. Et donc nous sommes ravis d'être un peu le Kobe de Engie sur ce plan-là et de satisfaire aussi nos marchands et nos clients. Ici, on travaille avec un système tiers investisseur. Engie a développé ce nouveau produit justement pour aider nos clients industriels et professionnels pour installer de l'énergie verte sur leur site. En fait, c'est Engie qui investit dans l'installation photovoltaïque et qui s'occupe de la construction des A à Z de l'installation et de la maintenance de l'installation pendant 10 ans. Donc le client, il ne doit pas investir. En même temps, on offre l'énergie au client qui peut en consommer un maximum et l'énergie qu'il n'arrive pas à consommer, produite qu'il n'arrive pas à consommer, est réinjectée et revendue sur les réseaux. Un projet emblématique de l'un des plus gros défis d'Engie, assurer la transition énergétique. Alors la transition énergétique, c'est un grand mot. On rappelle ce que c'est en 2 mots. Quelque part, c'est un peu la révolution du secteur de l'énergie. Hein. On vient d'un monde où la production d'électricité était plutôt centralisée. On va vers un monde où cette production d'électricité est de plus en plus décentralisée et avec des moyens qui sont des moyens de plus en plus renouvelables. Et donc, il faut intégrer ces moyens de production quelque part de plus en plus chez nos clients. Et ça se traduit comment chez vous concrètement? Est-ce qu'à terme, vous voulez faire basculer entre le nucléaire, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables la tendance? Alors, notre ambition, en tout cas, c'est d'être un des acteurs qui va permettre cette transition. Donc, c'est dans notre ambition, comment très clairement. Fait, alors, concrètement et concrètement, comment on fait ça? Quelque part, ça provoque aussi d'énormes enjeux au niveau de la transformation de nos métiers.
Et donc Electrabel était, je vais dire, plutôt connu comme un exploitant de centrales, hein, qu'elles soient des centrales nucléaires ou des centrales gaz ou même charbon, hein, il y a 10 ans d'ici. Et aujourd'hui, nous devons nous repositionner sur des métiers qui sont des métiers plus décentralisés, d'installation, avec aussi toute une compétence dans le domaine du financement de ces projets, parce que sur chaque projet, au fond, On l'a vu dans il est l'exemple différent. de Mabru, ouais. Et donc c'est vraiment une compétence différente. Et vous pourriez absorber la même chose qu'aujourd'hui en termes de production avec ces énergies renouvelables. Vous avez fait des projections? Alors c'est des enjeux et effectivement, bon, quand on parle d'une transition, c'est pas disponible aujourd'hui tout de suite. Donc c'est ce qui fait aussi, je dirais, la matière de notre défi, c'est que il faut continuer à gérer l'existant, hein, qui est toujours nécessaire pour quelque part assurer la sécurité d'approvisionnement, et en même temps, il faut travailler quelque part aux solutions d'avenir, hein, que sont ces énergies renouvelables. À propos de sécurité d'approvisionnement, revenons à aujourd'hui. Certes, il y a l'éolien et les énergies renouvelables, c'est chouette, mais en attendant, le cœur de votre métier, ça reste les centrales nucléaires, dont, pour rappel, il y a 7 réacteurs en Belgique, sauf qu'il y en a 2 qui tournent pour le moment, et l'hiver approche. Vous venez d'annoncer il y a quelques jours que un d'entre eux, peut-être même un deuxième, ne tournerait pas cet hiver, d'où le 1, voire d'où le 2, pour ne pas les nommer. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité? Est-ce qu'on est sûr qu'on aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver, Philippe Van Troy? La situation d'aujourd'hui est tendue. Je pense, voilà, c'est un fait. On vient d'une situation un peu exceptionnelle, hein. Il y a quelques semaines, il y avait un seul de nos réacteurs qui était en service. Donc, face à cette situation, nous, en tant qu'entreprise, on prend nos responsabilités et on fait ça de différentes façons. La première, c'est évidemment mobiliser nos équipes pour ramener progressivement nos réacteurs sur le réseau. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Et donc, on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et ce n'est pas toujours, effectivement, possible. C'est le cas pour Doulin, où nous avons dû annoncer effectivement que ce réacteur ne reviendrait que plus tard. Les travaux qui sont engagés pour ce réacteur en particulier se font dans un environnement difficile d'accès et complexe parce qu'il s'agit d'énergie nucléaire. Donc on a dû développer des moyens assez compliqués, d'ailleurs avec des robots, pour aller inspecter et pour faire les réparations, parce qu'on ne peut pas y accéder facilement. Et donc, c'est un fait, les travaux vont prendre plus de temps. Et donc, je reviens à ma question, est-ce qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver? Alors, la deuxième, et je vais revenir sur la première question, vous ne m'en voudrez pas, mais la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous mettons des moyens complémentaires en place qui n'étaient pas dans le marché, pour faire face effectivement à l'absence éventuelle de certains de nos réacteurs. Bon, on l'a déjà fait en novembre. Alors on met des moyens de production complémentaires qui n'étaient plus dans le marché en service. La centrale de Villefort, 250 MW, qui était une centrale qui n'était plus dans le marché et que nous avons remobilisée en payant d'ailleurs l'exploitant actuel, hein, qui avait décidé de sortir du marché. Nous remettons des centrales, je dirais, de type cogénération en service, qui n'étaient plus en service. Donc, et nous travaillons sur la flexibilité au niveau des clients. Certains grands clients industriels disposent de la flexibilité d'effacer leur... Pour demander moins à certains moments. Voilà, c'est ça. Et donc, on a comme ça développé plus de 1000 MW, quelque part, de solutions complémentaires. Mais ça suffit ou pas? Un réacteur. Ça suffira ou pas, toutes ces mesures? Nous allons continuer à nous mobiliser. On a aussi travaillé sur le troisième axe, c'était trouver, si c'était possible, une méthodologie différente pour approcher le problème de béton de la centrale de Tihange 3, ouais. Où nous avons proposé maintenant un plan d'action et une méthodologie différente. Sur laquelle vous n'avez pas encore de Sur laquelle, aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Le dossier est remis... ce que je pourrais appeler le gendarme de l'énergie nucléaire, qui est l'agence de contrôle nucléaire, et qui remettra un avis. Si on a remis ce dossier, c'est qu'on pense que voilà, la sûreté sera assurée pour l'exploitation de ce réacteur. Mais effectivement, on n'a pas aujourd'hui de... Vous n'avez pas de certitude sur le fait qu'il n'y aura pas de délestage, comme on dit, cet hiver? Alors, le secteur électrique, c'est un secteur assez complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, dont chacun a des responsabilités. Donc nous allons continuer à prendre les nôtres et certainement de veiller à approvisionner notre portefeuille de clients, qui est notre responsabilité première dans ce marché. Et
tout ce que nous pourrons faire pour trouver des solutions, c'est l'orientation de l'entreprise. Mais dans vos clients, il y a 6 Bruxellois sur 10, 6 clients sur 10. Est-ce que des Bruxellois pourraient être amenés à ce délestage, comme l'évoque Paul, c'est-à-dire qu'on leur coupe à un moment donné l'électricité pour Alors, ce n'est pas une décision que je prendrai moi, parce que ce n'est pas mon rôle en tant qu'acteur dans ce marché. Mais mon rôle, donc par contre, c'était... C'est Elia, alors Oui, donc à un moment, les procédures de délestage sont fixées par le gouvernement et par Elia. Mais moi, mon rôle, c'est de tout faire et de trouver des solutions pour ne pas se trouver dans cette situation. Parce que quelque part, ce n'est pas que mes clients qui risquent d'être coupés. Donc c'est une situation quand même où notre ambition en tant qu'acteur, mais aussi notre intérêt, c'est quand même de ramener nos moyens de production. Parce que quand ils ne sont pas là, effectivement, ça pèse aussi économiquement sur notre activité de manière lourde. Philippe Van Troy, est-ce que ça ne laisse pas un peu une impression de bricolage, tout ceci? Des centrales nucléaires, évidemment, c'est difficile à gérer, c'est des tas de risques à considérer en même temps. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de bricoler en se disant, bon voilà, il y a tel réacteur qu'on pensait revenir, finalement ça, ce n'est pas le cas, peut-être celui-ci pourrait revenir, mais on n'en est pas sûr non plus. On n'est pas en train un peu de... Alors, je pense que dans nos centrales nucléaires, on ne bricole pas. On y investit quand même plus de 200 millions chaque année pour moderniser et entretenir ces centrales. Et dans les 2 centrales les plus anciennes, nous sommes engagés dans un programme d'investissement de plus d'1,3 milliard. Donc, je dirais que ça fait quand même, en tant qu'industriel, presque un des plus grands investisseurs de ce pays. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du bricolage. Je pense que professionnellement, c'est évidemment une activité qui, je dirais, répond à des critères bien spécifiques. Et ces critères spécifiques, c'est que la sûreté prime, quelle que soit la situation. Et c'est d'ailleurs une des conditions. Une centrale nucléaire ne peut pas tourner si elle ne répond pas à des critères d'exigence importants. Et c'est vrai que répondre à ces critères, parfois, c'est complexe et ça nous demande du temps. Et ça demande aussi parfois de l'argent, puisqu'à cause de l'indisponibilité du nucléaire, il peut y avoir un impact probablement sur le coût de l'électricité. On fait un petit flashback, on revient un mois en arrière, c'était en octobre où le Premier ministre a fait une déclaration à la Chambre. On réagit juste après. Les hausses de prix liées à l'indisponibilité anormale du parc nucléaire devront être facturées à Electrabel Engie. Quand vous avez entendu ça, je suis sûre que vous n'avez pas applaudi. Non, parce que je n'étais pas dans le Parlement, c'est pas mon rôle, donc je ne pourrais pas applaudir. Le Premier ministre s'adressait à votre entreprise, d'abord en tant que patron, quand on entend ça. Alors, on est interpellé, bon, c'est clair. Donc, je pense que la seule attitude que peut avoir une entreprise, même par rapport à ces déclarations, c'est d'abord d'être responsable et de veiller à trouver des solutions par rapport à une situation. Donc, ça, c'est toujours mon premier réflexe. Après, en ce qui concerne les hausses des prix dans le marché de l'électricité, je pense que tout le monde doit aussi pouvoir comprendre qu'il y a eu aussi beaucoup d'évolutions ces 6 derniers mois qui sont des évolutions structurelles. Donc, parler de l'impact des prix liés uniquement au nucléaire, même la CREG dit que c'est très difficile, même si c'était possible de l'identifier au niveau du marché de l'électricité, ce serait très difficile d'en connaître l'impact pour chaque consommateur. Donc nous, on a des responsabilités, évidemment, par rapport à nos clients. Cette responsabilité, elles sont bien définies dans les contrats. Une grande base de nos clients, en plus, sont dans des contrats d'énergie fixe. Donc, à la limite, ils ne verront même pas cette phase, je vais dire, d'augmentation des prix. Elle est assumée. Par contre, les effets structurels dans le marché, effectivement, au moment où on renégocie, ils apparaissent. Mais ils ne sont pas portés par une indisponibilité, je dirais, limitée dans le temps du nucléaire. D'ailleurs, les prix de l'électricité, après un mois, étaient revenus finalement au niveau d'avant l'annonce de cette crise. Donc, c'est quand même une volatilité assez importante. Et par contre, les effets structurels, effectivement, mais les clients, ils seront confrontés pas que parce qu'ils sont clients d'Electrabel, c'est parce que globalement, le charbon, le gaz naturel et le CO2 en Europe ont augmenté de façon en attendant, importante. Philippe Van Troy, est-ce qu'on n'a pas trop tiré sur ce parc nucléaire
qui maintenant est vieillissant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a déjà Doulin à l'époque. Je suis retombé sur un article dans l'Écho qui disait qu'en 2015 on allait le fermer, enfin qu'il était même fermé, il tourne toujours, on essaie toujours de le faire tourner. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop tiré sur ce parc nucléaire et trop peu anticipé la suite? Alors, je dirais, tirer sur un parc nucléaire, il y a des expériences, pas que en Belgique. Ce type d'investissement, ce sont des investissements lourds et qui peuvent durer dans le temps. Aux États-Unis, la plupart des centrales sont déjà dans un objectif de 60 ans et beaucoup ont dépassé les 40 ans. Donc, je pense que ce qu'il faut veiller, c'est qu'on puisse faire à temps les investissements nécessaires pour garantir d'aller au-delà des 40 ans. Il n'y a pas une limite à 40 ans. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, évidemment, dans un environnement qui, depuis 2003, on disait que l'on sortait effectivement partiellement dès 2015. Donc, c'est vrai que c'est une... C'est 10 ans de plus. C'est 10 ans de plus. Et pour ces 10 ans, pour 3 réacteurs, nous investissons 1,3 milliard qu'on a commencé à préparer dès les années 2009. Donc, ce sont des investissements quand même lourds. Et il n'y a pas eu beaucoup d'investissements comparables dans le secteur électrique que dans d'autres technologies. On jette un petit coup d'œil rapide sur justement l'impact de ces investissements sur votre entreprise. On va regarder un tableau pour voir justement ce que ça impacte justement sur votre activité d'électricien. Voilà. Ce qu'on voit ici, Philippe Vintreuil, c'est le résultat d'exploitation, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez avec votre activité d'électricien. Il y a évidemment des résultats financiers à côté, mais on voit qu'on vient en 2010 d'une situation bénéficiaire d'1 milliard d'euros, ce sont les chiffres en millions d'euros ici, à une situation très négative. Cette activité, elle ne rapporte plus, Philippe Vintreuil. Alors, effectivement, ces investissements sont souvent faits pour une durée assez longue, mais les prix de l'électricité ont connu depuis, je dirais, 10 ans, une baisse profonde dans le marché de l'électricité en Europe. Donc, ça a eu un résultat, ça a eu un effet direct sur le résultat. Et puis, il faut regarder évidemment ce type d'investissement dans la durée. Et les dernières années, les résultats ont aussi été impactés fortement, oui, par des problèmes d'indisponibilité du parc nucléaire, c'est un fait, mais aussi par des effets, je dirais, plus ponctuels, qui sont liés à la préparation d'ailleurs de la phase suivante pour ces activités qui sont le démantèlement et les provisions de démantèlement. Donc, certainement déjà les 2 dernières années, même les 3 dernières années, nous avons aussi un impact important lié à une réévaluation quelque part du système des provisions nucléaires. Et donc, quand vous êtes un investisseur dans ce type d'activité, vous devez regarder, oui, il y a eu des années relativement bonnes, et maintenant il y a des années plus difficiles, mais nous avons une responsabilité qui, je dirais, est présente sur l'ensemble du cycle de cet investissement. Le démantèlement, son projet de réalisation, son exploitation et puis son démantèlement. Donc c'est clair, aujourd'hui il y a des effets qui pèsent sur la rentabilité d'Electrabel et qui vont d'ailleurs continuer probablement à peser puisque ici, nous aurons l'année prochaine une nouvelle réévaluation des provisions, tous les 3 ans, sous contrôle de la Commission des provisions nucléaires, et qui conduiront, vu l'évolution du coût du stockage géologique, qui a fait l'objet d'ailleurs de pas mal de débats ces derniers mois, viendra impacter nos résultats. Mais nous sommes une entreprise responsable, on a toujours assumé et on assumera. Donc c'est un peu la crainte des citoyens qui sont venus frapper à votre porte de Greenpeace. C'est pas la première fois que ça vous arrive ici, c'était encore cette semaine, enfin la semaine passée. Donc ils sont venus frapper à votre porte en demandant des réponses, notamment par rapport à l'enfouissement géologique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toutes les garanties, est-ce que vous avez toutes les connaissances pour dire que ça se fera de manière sécurisée et à long terme? Je pense que ça, c'est aussi la complexité. Le stockage à long terme de ces déchets nucléaires est évidemment assuré par un organisme d'État qui est l'ONDRAF. Donc, nous assumons le financement qui sera nécessaire. Donc ça, vous confirmez, ce n'est pas le citoyen, parce que c'était une des craintes aussi des militants de Greenpeace. Je l'ai déjà confirmé, ça fait partie de notre responsabilité en termes d'entreprise et on est quand même actif depuis 100 ans. On a quand même connu plusieurs restructurations. Je pourrais même prendre un projet peut-être moins symbolique, mais suite à notre activité de charbon, pendant des années, on a stocké
dans, je dirais, une région très proche de la centrale des Aouires, des cendres volantes, dans une faille géologique. Il s'est avéré avec le temps que la stabilité de ce stockage était, je dirais, mise en danger. Aujourd'hui, on assume complètement le déménagement pour plusieurs dizaines de millions d'euros, je dirais, de ce déchet, et on le valorise avec les cimentiers pour ne pas le restocker ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de notre responsabilité. Philippe Van Troy, est-ce que vous aurez les moyens de financer ce démantèlement des centrales nucléaires et l'enfouissement des déchets? Vous parliez de chiffres réévalués, ça va passer à un multiple de ce que c'est déjà, 3,2 milliards, et on parle de 8, 10, quelque chose comme ça. Vous êtes sûr d'avoir la capacité de financer ça? Alors, l'entreprise Electrabel, dont vous avez montré le résultat, elle a aussi un bilan. C'est un bilan, je dirais, fort, qui ne comporte pas que des activités d'allure belge. Il comporte aussi plein d'investissements qui ont été faits ces 30 dernières années à l'étranger. Et c'est ce bilan qui permettra d'assumer, je dirais, la charge de ces provisions. Aujourd'hui, oui, ça va être plus lourd. C'est une addition qui sera plus lourde, mais pour lequel moi je ne suis pas inquiet, parce que l'entreprise est solide, même si elle ne fait pas de résultats les années où il faut prendre en compte ces réajustements de provisions. Mais nous sommes contrôlés d'ailleurs. La commission des provisions nucléaires vérifie qu'effectivement Electrabel reste en bonne santé. Ça ne devait pas être le cas. Elle nous demanderait d'accélérer le provisionnement. Et même, je dirais, de vendre à la limite même certains actifs d'Electrabel pour, je dirais, avoir immédiatement 100% des provisions disponibles. Donc, oui, je comprends les questions, mais l'entreprise assume cette responsabilité. Philippe Van Troy, on n'a pas assez d'une émission Big Boss pour poser encore toutes nos questions, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu et d'être venu aujourd'hui. Et puis c'était l'occasion aussi de en savoir un petit peu plus sur votre personnalité. Big Boss revient le mois prochain, c'est la tradition, une fois par mois, votre magazine économique. À très bientôt et merci de votre fidélité. J'aime bien.